programme vous est présenté par Sonatra. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale consacrée au 7e sommet du GECF ici à Alger. Nous sommes toujours et pour le 3e jour consécutif de ce sommet bien sûr au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Sans plus tarder, place au direct la conférence de presse du ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, accompagné du secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel, et du président directeur général de la compagnie Sonatrach, va débuter dans quelques instants. D'ici là, nous allons commencer le débat avec vous, messieurs, qui êtes mes invités ce soir. Professeur Gendouzi, vous êtes économiste, enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. J'aurai également le plaisir d'accueillir monsieur Olivier Zenia. Vous êtes également fondateur du site Africom et professeur en relations internationales à l'université de Sorbonne à Paris. Merci messieurs d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Alors la déclaration d'Alger a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui ici à Alger, professeur, après une réunion des chefs d'État et de gouvernement du GECF. Succès plein pour le sommet d'Alger. C'est ce qui ressort de cette réunion en premier lieu. D'abord, j'aimerais connaître vos impressions, bien sûr, après avoir pris connaissance des grandes lignes de cette déclaration d'Alger. Tout d'abord, il y a lieu de souligner le rôle fédérateur de l'Algérie dans ce comité lié aux pays exportateurs de pétrole, de gaz, pardon. Deuxièmement, le sommet d'Alger, c'est un sommet aussi fédérateur des pays membres de ce forum. Et enfin, le sommet d'Alger est un sommet consensuel sur le rôle du gaz dans le long terme. Et à ce titre, je pense que les principales idées qui ressortent du rôle du gaz... Professeur, je me permets de vous couper. Comme je l'ai annoncé, priorité au direct, la conférence de presse du ministre algérien de l'Énergie, Mohamed Arqab, vient de commencer. Direction donc la salle du Mila ici au Centre international des conférences Abdellatif Rahal pour la conférence de presse. مرافقتكم لنا وعلى كذلك تغطيتكم لهذا الحدث الهام. احنا موجودين الآن للإجابة على أسئلتكم. أفضل نسمع لكم أحسن من نبدأ ندير لكم خطاب. قبل ما نعطيكم الكلمة للأسئلة راح أتيح الكلمة إلى سيد الأمين العام اللي حضر كذلك في المناسبة كلمة، ومن بعد نعطيكم الفلور وتحدثوا كما حبيتوا وسألوا كما حبيتوا. قبل هذا الشيء نعطيه الكلمة للسيد الأمين العام. تفضل سيد الأمين العام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سمحوا لنا طولنا عليكم شوية. معالي الوزير محمد عرقاب، ممثلي وسائل الإعلام المحترمين، سيداتي سادتي، بصفة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أود أن أعرب عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللجزائر حكومة وشعبا على كل الترتيبات المتميزة وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. إن العناية الدقيقة الواضحة في كل جانب من جوانب التنظيم تعكس تقاليد الكرم الجزائري العريقة. كما لا يفوتني أيضا التعبير عن خالص ثنائنا وامتناننا لمعالي وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب وكل من شارك في التحضيرات لهذه القمة وخصوصا ناس سوناتراك. شكرا جزيلا.
Et à cette occasion, je voudrais en particulier exprimer mes remerciements à vous, membres de la presse et des médias, pour votre large couverture du sommet. Moi, je ne pouvais pas regarder la télé, j'avais pas le temps, mais j'avais des échos comme quoi la couverture était parfaite. Vous avez fait un travail remarquable et vous avez par cela contribué au succès du sommet. Et de ce fait-là, au nom du GECF, je voudrais vous en féliciter et vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. وأشكركم جميعا على حضوركم اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للقمة. ولا يخفى عليكم أن اللغة الرسمية للمنتدى هي اللغة الإنجليزية، ولهذا أستسمحكم بمواصلة حديثي بهذه اللغة الإنجليزية، ولكن عندكم الترجمة على كل حال. Ladies and gentlemen, the summit is a great success. It sets a new standards for participation, reflected in both the number of countries, guests, and intergovernmental organizations that have attended, but also the quality of participants. We had 10 presidents of states attending, which is really a record. Furthermore, a new member has joined the organization, the Republic of Senegal, as you are aware. And the summit was marked by a positive and constructive spirit and a deep sense of unity, cooperation, and solidarity. Reflecting this spirit, the key outcome of the summit, the Algiers Declaration, was unanimously adopted by the leaders of the GECF member countries. The declaration is positive, inclusive, comprehensive, and forward-looking. It reflects the collective and consensual dedication of member countries to promoting natural gas as a vital component of economic growth, social progress, and the enhancement of energy security, equity, and sustainability. It reaffirms member countries' sovereignty over their natural gas resources, their commitment to the objectives of the GECF, and to the dialogue with other producers and consumers. It underlines the crucial role of natural gas in achieving the UN Sustainable Development Goals, addressing climate change, and ensuring equitable, inclusive, and orderly energy transitions. It stresses the importance of market stability, non-discriminatory legal framework, security of supply and security of demand, and predictable energy policies. Moreover, there is a strong emphasis on cooperation in technology among member countries to promote research, innovation, and capacity building, in particular through the Gas Research Institute. It called for timely investment in natural gas infrastructure development and underlined the crucial need for unhindered flow of financial resources, access to technology, and knowledge transfer in a non-discriminatory manner. The declaration also demonstrates notable support for African countries' efforts to tackle energy poverty, foster sustainable development, and align with global development agendas. Strengthening the GECF's international visibility, expertise, and mechanisms for cooperation is emphasized to position the GECF as a leading platform for natural gas dialogue. Lastly, stress is placed on the importance of safeguarding critical gas infrastructure against natural disasters, technological incidents, and deliberate attacks. It is noteworthy mentioning that the summit was complemented by a series of significant side events, including the inauguration of the Gas Research Institute headquarters in Algiers, the presentation of the new edition of the Global Gas Outlook report to the experts
of the Algerian energy sector, الفضاء الذي يسمح بتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات تفاهم بين لجنة أفراك وهي لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي ومعهد البحث الاقتصادي الآسيوي. مرة بعد أجدد لكم الشكر على حضوركم. شكرا. شكرا سعادة الأمين العام. الآن أدعو السيد رفيق عمارة. كيفاش احنا راح ندير لكم قراءة ثانية للإعلان الجزائر. إذا توافقوا القراءة الثانية لإعلان الجزائر باللغة الإنجليزية، لأنكم سمعتوها باللغة العربية أنا اللي قريتها، إذا توافقوا نديروها باللغة الإنجليزية، وإلا عندكم علم على إعلان لا ديكلاراسيون دالجي، on passe directement aux questions-réponses كيما تحبوا. directement aux questions. خلاص. خلاص هذه. خلاص هاي. تيلي تمدي لك. اوكي on passe à question. إذن رفيق on t'appelle. السلام عليكم سيد الوزير. Alors, si vous voulez juste patienter pour la première question, monsieur, merci. هل تنتظر السلام عليكم. يرجى تفضل. قبل أي سؤال الرجاء. Alors, نحن زملائنا أول. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau pour cette couverture spéciale consacrée au 7e sommet du GECF avec la réunion du sommet des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui. La conférence de presse que vous venez de suivre en direct, animée par le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arqab, accompagné du secrétaire général du GECF, monsieur Mohamed Hamel. La séance des questions-réponses a commencé. Nous allons poursuivre notre débat avec nos invités. Avant toute chose, j'aimerais également accueillir Nazim Sini qui nous rejoint en direct depuis Marseille. Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Merci d'être avec nous. Nazim, est-ce que vous m'entendez? C'est loin. Avant de revenir à Nazim Sini, je termine ce petit tour de table avec vous, professeur. Donc, nous disions un document fédérateur en guise de cadre général pour le futur du GECF et du secteur du gaz ainsi que de l'industrie gazière. Oui, tout à fait. Donc, je disais que l'Algérie a joué un rôle fédérateur de par la diplomatie énergétique qui a été utilisée pour rassembler les différents points de vue de différentes situations des pays participants et que ce forum a donné lieu à un consensus sur la plupart des questions abordées. Et c'est des questions importantes et pertinentes pour l'avenir du gaz tout d'abord. Pour les pays qui participent à ce GECF en tant que producteurs, en tant qu'exportateurs de gaz naturel, mais également par rapport à la question aussi importante sur l'environnement et le climat pour lesquels il y a une adhésion au niveau mondial sur la nécessité d'aller vers la protection du climat et prendre les mesures nécessaires pour arriver à un processus de décarbonation à l'horizon 2050. Donc ces questions sensibles, importantes et qui touchent tous les pays, des réponses ont été données aujourd'hui grâce à cette rencontre, grâce à ce forum des pays exportateurs de gaz naturel. Très bien, professeur Olivier Zenyatta, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, après avoir pris connaissance de cette fameuse déclaration d'Alger, que désormais il y aura un avant et un après sommet d'Alger? D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement ému d'assister à cette réunion, à ce centre de conférence Abdelatif Rahal, qui était un ami
et qui était un homme d'une profonde intelligence et visionnaire dans bien des domaines, et que j'ai connu moi à l'UNESCO autour de discussions culturelles passionnantes. Et me retrouver ici à vous répondre sur un sommet international organisé dans une salle, dans un complexe de congrès aussi spectaculaire et aussi bien réalisé. Je pense que ça lui fait honneur et en même temps ça fait honneur à l'Algérie et je suis particulièrement sensible à ça. Alors, ayant dit cela, pourquoi cette réunion internationale marque effectivement, vous l'avez dit, un avant et un après, marque un changement. D'abord parce que je pense que dans la perception internationale de l'importance du gaz, ce sommet d'Alger va marquer une date d'une pierre blanche. Oui. Il est clair que, bien sûr, l'omniprésence et l'omnipotence, j'allais dire, du pétrole dans l'univers énergétique mondial et dans le mix énergétique mondial et dans l'imaginaire également de la population mondiale est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui aujourd'hui devra être partagé. C'est-à-dire que cette omniprésence du pétrole dans la conscience de nos contemporains, on s'aperçoit à la faveur de ce sommet, justement, et c'est ça qu'il marque aussi, qui devra être partagé. Le pétrole va devoir faire la part au gaz dans la réflexion sur le mix énergétique mondial. Et c'est particulièrement important, le professeur le disait à l'instant, pour les pays en voie de développement et pour les pays qui aujourd'hui souffrent aussi d'un manque énergétique, d'un besoin énergétique. Et le sommet s'est intéressé à ce besoin énergétique aussi en proposant, en considérant que le gaz devait désormais remplir aussi, répondre à ces besoins-là. Donc c'est à la fois un sommet qui, à mon sens, est un sommet de développement, un sommet qui remet un peu à l'heure, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, les pendules s'agissant de l'importance du gaz, et puis un sommet aussi qui s'intéresse à l'avenir et qui réfléchit aussi à la manière dont le mix énergétique gazier doit intégrer la problématique de la décarbonation. Oui. Et ça, c'est aussi tout à fait nouveau, puisque c'est la première fois que ces sujets sont abordés dans le cadre d'un sommet tel que celui-ci. Très bien, merci Olivier Zenia Rata pour ces propos. Nazim Sini, je me tourne vers vous. Nazim Sini, le secteur du gaz, vous le savez bien, est au cœur du débat géopolitique mondial à la fois en ce qui concerne l'économie, mais à cause de ces bouleversements géopolitiques auxquels on assiste aujourd'hui, le sommet et les pays membres du GECF n'ont pas manqué de souligner aujourd'hui. Ils soulignent tout particulièrement la nécessité de réaffirmer la souveraineté des États membres sur leurs ressources en gaz naturel. Quelle lecture faites-vous de ce point précis ? Écoutez, tout d'abord, je voulais saluer l'ensemble de mes camarades sur le plateau et surtout vous saluer à vous aussi, parce que c'est un plaisir de vous retrouver lors de cette émission. D'abord, il faut saluer la tenue de ce sommet qui a marqué vraiment des déclarations très fortes, notamment d'unité, de cohésion, également aussi d'une vision stratégique commune des pays producteurs et exportateurs de gaz. Il faut savoir aujourd'hui que le gaz est stratégique. D'abord parce qu'il alimente les industries du monde entier, il alimente aussi une partie des usages domestiques, notamment en Europe et en Occident, et c'est aussi une matière première qui est devenue nécessaire dans le processus de décarbonation de l'économie mondiale. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est carbonée à hauteur de 80%. Il y a un processus de décarbonation pour amener ce taux à 50% d'ici 2030, et le gaz, on s'est aperçu qu'il est une ressource naturelle prédominante et surtout extrêmement vitale pour accompagner ce processus de décarbonation de 80 à 50%. Et surtout, c'est devenu, vous l'avez dit à juste titre, une arme géopolitique, un levier diplomatique extrêmement important, surtout depuis le conflit russo-ukrainien. Parce que avant cela,
le gaz avait une importance, mais pas aussi, j'allais dire, flagrante et géopolitique que le pétrole. Aujourd'hui, on s'est aperçu avec la reconfiguration des rapports de force au niveau géopolitique que le gaz est devenu un outil de négociation extrêmement important. Et les pays qui détiennent cette ressource aujourd'hui ont réussi à inverser le rapport de force en mettant en avant évidemment leur souveraineté énergétique. Vous savez, moi je vois 3 souverainetés extrêmement importantes. D'abord la souveraineté numérique qui doit scier à tous les pays du monde, une souveraineté alimentaire qui doit accompagner l'essor des pays en voie de développement et bien entendu la souveraineté énergétique qui doit accompagner le processus de développement de certains continents comme celui de l'Afrique. Et il faut savoir aujourd'hui que c'est une ressource propre. On ne le dit pas assez, mais le gaz qui vient pour électrifier l'industrie, c'est une ressource qui a un bilan carbone extrêmement favorable. Oui. Et ça a été dit dans ce sommet. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très important de défendre ses intérêts, de défendre aussi cette ressource pour en faire une ressource aussi importante que le pétrole, mais également, j'allais dire, viabiliser les rapports de force, surtout par rapport aux consommateurs que sont les Européens, par exemple. Très bien, merci Nazim Sini. Professeur Gendouzi, il y a un consensus autour du gaz naturel aujourd'hui qui se dessine et qui se dégage de cette déclaration d'Alger comme étant un vecteur du développement économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche que le GECF a soulignée aujourd'hui? Tout à fait, c'est important. Il me semble que c'est le point peut-être le plus appréciable lors de ce sommet, c'est de dire que le gaz naturel, c'est un vecteur pour le développement durable. Et nous savons que beaucoup de pays en développement qui ont des ressources gazières, il faut que le résultat des exportations du gaz fasse profiter les populations des pays exportateurs de gaz. Et donc les objectifs du développement durable, notamment les 17 objectifs fixés par les Nations Unies à l'horizon 2030, qui sont 17 objectifs qui sont importants et que le gaz naturel répond en partie à ces objectifs, tels que par exemple la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, la sécurité alimentaire. Donc toutes ces questions sont importantes et que le gaz naturel peut contribuer à améliorer la situation d'un grand nombre de pays en matière de développement durable. D'autant plus que l'Union africaine a décidé il y a quelques années d'en faire l'agenda 63, un processus d'intégration économique inter-pays africains, intra-pays africains, et je pense que le gaz naturel sera parmi l'un des vecteurs essentiels qui permettrait à de nombreux pays d'accéder au développement durable. Je poursuis avec vous, professeur, avant que vous nous quittiez. Alors, la déclaration d'Alger a également érigé au rang de stabilisateur de l'économie mondiale le gaz naturel. Comment cela va être interprété à la fois par les consommateurs, par les producteurs, mais également par les consommateurs? Comment ces deux parties prenantes vont pouvoir justement se retrouver dans un terrain d'entente autour de ce stabilisateur, nouveau stabilisateur de l'économie mondiale d'après le GECF? Le gaz naturel a une spécificité que le pétrole n'a pas. C'est que dans le gaz naturel, les pays exportateurs ont besoin du pays importateur et vice-versa. Parce que le gaz naturel, de par les spécificités de son transport, nécessite des infrastructures lourdes qui engagent aussi bien l'exportateur que l'importateur consommateur. Et cette logique d'entente doit être nécessaire pour que le gaz naturel trouve son terrain naturel et que le marché soit stabilisé en matière d'approvisionnement, en matière de sécurité des approvisionnements et en matière d'utilisation du gaz naturel comme une ressource propre, et que sa part dans le mix énergétique à long terme doit être une part consistante parce qu'il doit accompagner la transition énergétique. Et malheureusement, actuellement, il y a une polémique, si je veux dire, si je puisse m'exprimer comme ça, c'est par rapport à l'évolution des marchés spot qui pose problème pour les exportateurs de gaz naturel, parce que des fois, les prix du gaz sont déconnexés de l'importance et de la réalité des pays producteurs de gaz, qui est une ressource non renouvelable et dont il faudra préserver parce qu'elle stabilisera l'économie mondiale à l'horizon 2050.
Très bien, professeur Olivier Zenia Rata, le GECF s'attaque à un autre concept que nous n'avons pas connu peut-être auparavant en tant que concept et un élément de langage qui ressort de cette déclaration d'Alger à 4 ou à 5 reprises. Il s'agit de la pauvreté énergétique. Les pays membres du GECF veulent en finir justement avec cet aspect de la pauvreté énergétique. D'abord, d'après vous, qu'entend le GECF par la pauvreté énergétique et comment peut-il justement contribuer à faire en sorte que les pays qui n'ont pas accès à des ressources naturelles puissent changer cette donne? Je crois que c'est particulièrement important et particulièrement important pour l'Afrique. On sait que la difficulté d'accès à l'énergie est aujourd'hui sensible, en particulier pour le marché de l'électricité, dans un très grand nombre de pays africains, et que cette difficulté d'accès à l'énergie conditionne pour beaucoup d'éléments de développement, des éléments de développement humain, bien sûr, du confort matériel, familial, de vie quotidienne, depuis la détention d'un frigidaire jusqu'à celle de la lumière le soir. L'accès à l'électricité est un véritable problème dans un grand nombre de pays africains. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Oui. Aujourd'hui, le gaz naturel est dans le mix énergétique de ces pays un moyen aussi de combattre cette pauvreté énergétique. Et si nous le considérons comme tel, c'est aussi un moyen important de répondre à des questions de développement lourdes, parce que le manque d'électricité, ça a un impact, je le disais, sur des aspects de vie quotidienne, ça a un impact sur des aspects industriels également. C'est aussi l'impossibilité de développer un certain nombre d'activités et d'industries de transformation dans les pays concernés. Et là, l'utilisation du gaz naturel pourrait apporter des réponses. Donc il faut apporter des réponses nouvelles. Il faut inventer aujourd'hui, face à un monde qui était trop carboné, on le sait bien, une industrie trop carbonée et un recours trop systématique au pétrole, il faut inventer des méthodes nouvelles d'utiliser. Et le gaz naturel est au cœur de ce nouveau mix énergétique qui peut répondre aux besoins aussi des pays qui aujourd'hui ne doivent pas utiliser les recettes d'hier, mais inventer les recettes de demain. Le gaz naturel est une de ces recettes de demain. Vous pouvez être au cœur de celle-ci. Très bien. Professeur, dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Le GECF a inauguré au premier jour du sommet, souvenez-vous, le centre de recherche sur le gaz. Justement, au sein de ce forum, la déclaration d'Alger n'a pas manqué de souligner cet aspect ô combien important, devenu prépondérant, qui est celui de l'accès à la technologie. Qu'est-ce que ce centre de recherche peut apporter concrètement au GECF de manière à lui donner une espèce de valeur ajoutée par rapport à d'autres concurrents sur le marché du gaz qui ne font pas partie de ce forum? Il me semble que l'industrie gazière a besoin d'expertise. L'industrie gazière a besoin de technologies, de nouvelles technologies pour justement arriver à ce processus lent mais qui va aboutir tôt ou tard à la décarbonation. Et la technologie est là pour aider les pays producteurs de gaz, mais également les pays consommateurs de gaz. Il faut que la technologie soit partagée pour arriver à un point commun qui est la décarbonation des activités, aussi bien économiques qu'énergétiques. Donc la question de la décarbonation, ce n'est pas uniquement le problème des pays producteurs d'hydrocarbures de façon générale, et de façon particulière le gaz naturel, mais il faut qu'il y ait la contribution des pays consommateurs et je pense l'expertise à travers l'Institut de recherche et la technologie sont évidemment les bienvenus et ça donnera un énorme plus aux pays du GECF. D'autant plus que si on prend l'expérience de l'entreprise nationale Sonatrach, depuis les années 70, Sonatrach s'est doté de 2 instituts de formation en hydrocarbures et
Et grâce à la formation d'ingénieurs, de techniciens en pétrole, en gaz, en géophysique, en pétrochimie, Sonatrach est arrivé maintenant à dominer toute la chaîne de valeur, de l'exploration jusqu'à l'aval. Et c'est des cadres à 100% algériens, d'autant plus qu'un grand nombre sont partis déjà travailler à l'étranger. La formation est indispensable, la technologie est indispensable et l'expérience de Sonatrach a aussi révélé que c'est grâce à la maîtrise des processus, des process, qu'elle est parvenue à devenir ce qu'elle est actuellement. Hier, avant-hier plutôt, on lui a rendu hommage parce que la première usine de liquéfaction de gaz a été faite en Algérie, Kamel à Arzeu, et c'est des cadres algériens qui ont contribué au développement du GNL, du gaz naturel liquéfié, et que maintenant le GNL, c'est 40% des exportations au niveau mondial, une part de marché de plus en plus importante qui va arriver jusqu'à plus de 50% dans une dizaine d'années, et je pense que l'Algérie a formé énormément de cadres dans le GNL. Merci, professeur Gendouzi, de nous avoir accompagnés lors de cette couverture. À très bientôt sur Al24 News. Merci, professeur. Nazim Sini, je me retourne vers vous. Un autre aspect plutôt technique sur lequel le GECF n'a pas manqué de revenir. Il s'agit de l'aspect d'abord des contrats et du modèle des contrats sur le gaz que les pays, à la fois consommateurs et producteurs, doivent adopter. Le deuxième, c'est la sécurisation coûte que coûte de l'offre et de la demande. Là aussi, quelle lecture faites-vous de ces deux points au demeurant très très importants? Écoutez, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Donc en fait, le fait d'avoir mis sur la table cette question des contrats, c'est une volonté des pays producteurs et exportateurs de sécuriser justement les prix du gaz au mètre cube et surtout d'éviter une volatilité trop importante du marché qui a tendance parfois à favoriser les consommateurs et donc les acheteurs. Et c'est en cela que je trouve ça très important, et même d'un point de vue stratégique, que le GECF puisse se pencher sur cette question des contrats pour d'abord sécuriser aussi les quantités qui seraient livrées à destination des acheteurs, mais aussi d'avoir une stabilité globale des marchés qui va permettre en fait tout simplement d'avoir non seulement une visibilité à court, moyen et long terme, mais également d'avoir une stabilité des marchés énergétiques mondiaux. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait des pressions exercées sur les pays producteurs, notamment en matière de prix, qu'on puisse aussi déprécier la valeur du gaz, qui est devenue aujourd'hui, disons-le clairement, pratiquement au même niveau que le pétrole en matière d'importance et en matière de stratégie dans le mix énergétique. Et c'est une volonté aussi des pays producteurs et exportateurs de défendre évidemment leurs intérêts souverains. Donc c'est en cela que c'est très important, surtout dans un esprit d'équité et de transparence avec les pays acheteurs. Parce que ça a été dit sur votre plateau, aujourd'hui dans le marché gazier, les acheteurs et les producteurs doivent travailler main dans la main. Parce qu'il y a des infrastructures qui sont coûteuses, vous avez également des moyens de transport qu'il va falloir sécuriser, il y a aussi des évolutions au niveau international qu'il va falloir prendre en considération, des évolutions de consommation, des évolutions également économiques, mais aussi géopolitiques. Et c'est en cela que d'avoir mis sur la table ces questions de contrat, c'est extrêmement important et c'est même judicieux. C'est un message très fort qui est lancé, notamment aux Européens, qui restent les principaux acheteurs au niveau international. Nazim Sini, je reste avec vous. Ce message lancé justement par les pays du GECF, serait-il une réponse peut-être, disons, au mouvement de chaos installé par la stratégie américaine avec les contrats spot, notamment GNL vis-à-vis de l'Europe, qui a créé quand même une certaine déstabilisation dans l'offre et la demande et du coup à l'accès aux approvisionnements, notamment de la part des pays producteurs traditionnels, si je puis dire. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, j'aime appeler ça, en fait, c'est du dumping énergétique, au même titre que du dumping fiscal, c'est-à-dire que les États-Unis vont pratiquer une politique de prix extrêmement agressive pour justement casser le marché et faire croire aux pays producteurs que justement le gaz aujourd'hui est une ressource abondante qui n'a pas une très grande valeur. Donc c'est une stratégie, extrêmement machiavélique qui est pratiquée par les États-Unis, suivie par les Européens qui évidemment, eux, veulent avoir accès à une énergie
peu chère et compétitive pour relancer leur machine industrielle. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une sorte de marasme économique. La plupart des prévisions sur 2024 parlent de l'Allemagne en pleine récession. La France va enregistrer une croissance extrêmement molle, sans parler des pays du sud de l'Europe qui vont rentrer dans une crise certaine. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de dire que le GECF s'affirme avec une voix unifiée, de manière solidaire et commune, pour défendre leurs intérêts stratégiques et surtout un prix stable, un prix également juste et également en défendant leur souveraineté face notamment aux velléités américaines. Très bien, merci Nazim Sini. Je reviendrai vers vous une dernière fois avant de conclure cette émission. Nous rejoint sur le plateau justement de cette couverture spéciale Karim Zeribi. Vous êtes éditorialiste, ancien député européen. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors d'emblée, Karim Zeribi, le secrétaire général, je ne sais pas si vous l'avez entendu lors de sa prise de parole, lors de cette conférence de presse, insister sur 2 points pour qualifier en quelque sorte la réussite de ce sommet. 10 chefs d'État présents à Alger aujourd'hui et de nouveaux membres qui accèdent au GECF à partir d'Alger. Est-ce qu'on peut dire justement, même question qu'à M. Zeniarata, qu'il y aura un avant et un après sommet d'Alger ? Je crois que ce sommet mondial, le 7e du genre, est une réussite totale, tant en matière d'organisation, et on l'a vu avec de nombreuses délégations accueillies, des débats qui sont déroulés avec ambition, une déclaration d'Alger prometteuse. Solennelle surtout ? Oui, bien sûr, mais à l'évidence que ce sommet marquera les esprits. Et puis derrière va s'ouvrir un grand chantier sur de nombreux points que vous avez déjà commencé à évoquer. La conciliation dans un mix énergétique du gaz avec les énergies renouvelables, la capacité de maîtriser le rapport de l'offre et de la demande, la mise en place de contrats de longue durée, la réflexion sur des investissements entre producteurs et pays consommateurs. Il y a effectivement une stratégie globale avec un continent africain qui arrive, j'allais dire, un peu en force dans ce sommet. 3 nouveaux entrants au GECF et puis la capacité aussi de l'Algérie à se positionner en leader, tant au niveau de la recherche, un institut de recherche a été inauguré, et la volonté d'anticiper et de voir effectivement un avenir prometteur pour le gaz, qui est un hydrocarbure, qui est une énergie fossile, mais parmi les plus propres, si ce n'est la plus propre parmi les hydrocarbures. Donc il faut le rappeler, le gaz a encore beaucoup d'avenir, il y a des perspectives prometteuses et ça se passe à Alger. Très bien, la transition est toute faite, Olivier Zeniarata, pour parler d'Afrique. Le continent africain compte, à l'heure où je vous parle, 9 pays membres du GECF. C'est le continent le mieux représenté. Alors peut-être qu'il sera intéressant d'aller jeter un coup d'œil sur le total des volumes des réserves dont regorge ce continent, plutôt ces 9 membres du GECF sur le continent africain. Oui, mais quelle est votre réaction, vous qui êtes justement fondateur du site afrique.com? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle d'adhésion à la fois de la Mauritanie qui est confirmée et du Sénégal qui devient un membre observateur du GECF? Alors, c'est très important parce que d'abord, quand vous parliez des réserves, il y a aussi beaucoup de potentiel encore qui ne sont pas confirmés ou qui ne sont pas consolidés en Afrique. Et donc, il est clair que le pétrole est en Afrique. Bon, c'est une évidence pour l'avenir. Je voudrais souligner plusieurs choses. D'abord, c'est important que l'Afrique prenne toute sa place au sein donc du groupe des pays exportateurs, du forum des pays exportateurs. Mais c'est important aussi que l'ensemble des pays, et ça a été, lors de ce sommet, une initiative importante dont je suis absolument certain qu'on peut la rapporter à l'Algérie et dont l'Afrique ne peut qu'être reconnaissante à l'Algérie, c'est-à-dire c'est une volonté de prise en compte d'une vision panafricaine dans laquelle le gaz naturel est aujourd'hui un moyen de soutenir aussi le développement des pays africains. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été exprimé jusque-là de cette manière, de sorte qu'on peut être certain d'une chose, c'est que on voit là revenir
J'évoquais Abdelatif Rahal tout à l'heure, mais on voit là revenir une Algérie qui prend toutes ses responsabilités de leader continental vis-à-vis des autres pays africains et en ayant soin justement de préserver les intérêts et de concevoir le développement à l'échelon d'un continent plein de promesses, un continent qui est encore avec un potentiel de développement gigantesque et qui doit pouvoir compter sur l'Algérie. Et encore une fois, c'est le fondateur du site afrique.com qui vous dit ça, qui doit pouvoir compter sur l'Algérie comme sur un pays partenaire, une locomotive fort, peut-être, une locomotive pour le continent, et ayant cette vision panafricaine. Moi, le fait que le GECF est ici à Alger assuré son soutien inconditionnel aux pays africains dans leur développement est pour moi quelque chose d'extrêmement important et qu'il faudra retenir. Karim Zeribi, peut-être ici à Alger, il y a également peut-être cet aspect de Sud global qui s'exprime à travers le GECF pour donner une réponse claire, notamment à certains pays qui s'étaient exprimés lors de la COP28 en voulant justement accélérer coûte que coûte l'agenda de la transition énergétique, peut-être au détriment du gaz. Et c'est une manière avec laquelle le GECF répond justement aux majors, notamment du secteur des hydrocarbures, sur son propre agenda de transition énergétique et qu'il veut peut-être durable, oui, mais progressif dans le temps. Tout à fait, je crois que vous avez raison, je souscris à ce qui vient d'être dit, mais alors totalement sans aucune réserve, dans la mesure où nous sommes habitués à une voix algérienne qui porte l'idée de l'intérêt général et d'une ambition pour le continent africain. Nous y sommes habitués. Sur d'autres sujets, et très récemment au Conseil de sécurité par exemple des Nations Unies, que l'Algérie a intégré pour 2 ans, non seulement elle porte la voix palestinienne, mais elle porte aussi un élargissement à une place plus grande pour les pays du continent africain au sein de ce Conseil de sécurité. L'Algérie a des principes forts de non-ingérence dans les pays du continent africain, avec toujours cette volonté de médiation lorsque des factions intérieures au sein des États-nations du continent africain s'opposent. Et donc ces principes-là sont des principes intangibles et très fort. Et là, en l'occurrence, sur la question énergétique, l'Algérie se pose aussi en leader. L'Algérie fait partie des 10 plus grands producteurs de gaz au monde, mais elle porte une idée africaine. Donc d'abord, il va falloir effectivement penser à l'électrification de ce continent, et ça passera effectivement par la production de gaz. C'est encore une fois, je le disais tout à l'heure, la meilleure réponse à la transition écologique, à la question environnementale, la réduction des émissions de CO2, même si le gaz en produit un petit peu, mais je dirais 90% fois moins que le pétrole. Donc si on a ce mix énergétique avec l'exposition africaine, plus effectivement l'exploration que l'on peut faire de sols qui ne sont pas encore explorés sur le plan gazier, on a un avenir qui est très prometteur. Et qui porte ce leadership? Qui peut être à la boussole? Donc c'est l'Algérie. Et cet institut de recherche est très important parce qu'il là aussi, il nous permet d'anticiper sur l'avenir. Il nous permet de réunir des scientifiques, des chercheurs du monde entier, mais aussi du continent africain, pour être à la pointe de main de la production et de l'extraction de gaz. Donc oui, je souscris totalement, c'est un moment important, c'est la déclaration d'Alger, ça se passe au cours de ce 7e sommet. L'Algérie, depuis quelques années, avec le président Tebboune, s'est repositionnée sur la scène internationale, mais elle marque là un grand coup avec la question énergétique. Il faut rappeler quand même, depuis le conflit russo-ukrainien, la question énergétique a été remise au centre des débats géopolitiques, de la recomposition des rapports de force. Vous savez, une grande nation, on la voit à sa capacité énergétique, de production énergétique, à son indépendance industrielle et à sa puissance militaire. L'Algérie possède 2 de ces 3 aspects qui définissent une grande puissance. Donc je crois aujourd'hui que c'est un moment fort à Alger, ce 7e sommet mondial sur le gaz. Très bien, Karim Zeribi. Nazim Sini, est-ce que vous serez d'accord pour dire justement qu'Alger, après avoir répondu d'une manière élégante, si je puis dire, par rapport à ceux qui voulaient sécuriser auprès d'un justement producteur fiable le gaz après les remous auxquels on a assisté du fait de ce conflit russo-ukrainien, Alger a aujourd'hui la légitimité de dire voici
la feuille de route qu'on doit adopter, nous, pays producteurs, consommateurs, si l'on veut justement optimiser l'utilisation du gaz à l'horizon 2050 ? Oui, tout à fait. Surtout, Alger se positionne comme étant un hub énergétique. Ça, c'est très important de le rappeler. Ça a été dit sur votre plateau. Ce qui est appréciable à souligner, c'est qu'aujourd'hui, Alger est devenu le phare énergétique du continent, mais aussi au niveau international. Vous savez, ce sommet est très suivi, hein, et c'est véridique par les Européens et par les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises à Alger vont être scrutées, analysées, et surtout vont déboucher sur des réactions. Oui. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, justement dans un esprit de cohésion, veut rassembler autour d'elle les pays producteurs et les pays exportateurs autour d'une vision commune qui met en exergue le développement économique, la justice, également l'équité, la solidarité entre les pays et également une transparence dans les relations commerciales et économiques. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce sommet d'Alger va marquer un pas dans l'histoire économique du pays, mais aussi du continent africain. Et vous allez voir que l'Algérie, dans son ADN énergétique, parce qu'on est un pays qui doit préserver cet ADN gazière, va aussi être un pays qui sera consulté à l'avenir et qui va porter une voix de plus en plus importante dans les mois et les années qui vont suivre. Olivier Zenirata, un commentaire peut-être sur ce qui vient de se dire par rapport à la légitimité peut-être acquise par l'Algérie durant les 2 dernières années en tant que producteur fiable de gaz. C'est tout à fait clair. L'Algérie constitue pour le gaz, mais comme pour beaucoup d'autres sujets, une forme de référence aussi parce que, effectivement, la politique économique est aussi habitée par des valeurs. Et je crois que le président Senghor, quand on lui avait demandé quelle était la réponse à la crise économique de 1973, vous savez, le choc pétrolier. On était déjà dans une crise importante qui résultait de l'énergie. Il avait répondu, la réponse, elle est culturelle. Je crois que c'est cette dimension-là que l'Algérie, comme d'ailleurs un certain nombre de pays africains, ont. C'est-à-dire qu'il y a du sens d'abord à redonner dans les relations entre les hommes, parce que ce sens-là, c'est quand même ce qui doit conduire la boussole du commerce et pas exclusivement le sens de l'intérêt particulier monétaire, financier. Et cette vision-là qui permet de dépasser vers l'intérêt général les intérêts du moment, oui. C'est une vision qui aujourd'hui, je crois, a été portée et a été exprimée au sein de ce GECF par l'Algérie, et je crois que c'est très important. Karim Zeribi, est-ce que le GECF sera plus respecté qu'avant après le sommet d'Alger, cette déclaration justement qui fait déjà parler d'elle, et quelle sera peut-être selon vous la réaction des pays occidentaux, en majorité consommateurs, par rapport aux dispositions qui viennent d'être prises? À n'en pas douter, je crois que c'est les obligations qui s'imposent à nous, à l'échelle de la planète, qui vont faire que ce GECF va être à la fois prise en compte, respectée, mais doit se transformer dans les faits. Parce qu'on l'a dit, la transition énergétique doit s'effectuer. Il y a une forme de course contre la montre qui s'est établie, qui s'est mise en place. Et ce mix énergétique, il faut lui donner maintenant, je dirais, corps, véritablement, avec des moyens d'investissement fort, avec une régulation dans le rapport de l'offre et de la demande et la mise en place de contrats de long terme qui intègrent cette double dimension. Et ça ne se fera pas, je dirais, entre les pays producteurs, exportateurs contre les pays consommateurs. Ça se fera dans un ensemble cohérent, autant que faire se peut harmonieux, même si le mot est peut-être ambitieux, mais on a vu effectivement les déstabilisations du monde et les rapports de force qui se redéfinissaient avec, encore une fois, ce conflit quasiment qui est au cœur de l'Europe, et ces réactions aussi parfois excessives qui ont été celles des États-Unis, qui en a profité pour faire un business qui n'était peut-être pas épris d'éthique, comme cela vient d'être dit. Et là, ce GECF
pose une autre vision, une vision, je dirais, d'anticipation, une vision d'investissement, une vision, je dirais, globale, avec un continent qui représente, de mon point de vue, le continent d'avenir, non seulement par sa puissance démographique, mais aussi par les richesses de son sol qui n'ont pas été totalement exploitées. Et donc, il faut passer à une autre ère. Il faut véritablement changer de paradigme. Et je pense que ce GECF, il affirme cette volonté, cette ambition-là. Et encore une fois, ça se fait à Alger, avec une voix algérienne qui parle au monde entier en emmenant dans son sillon le continent africain. Cette ambition-là, elle est noble. Elle est absolument indispensable dans la reconfiguration des rapports de force à l'échelle de la planète. Et je le disais tout à l'heure, la place qu'occupe l'Algérie aux Nations Unies participe de cette démarche-là. Aujourd'hui, sur la question énergétique, une question majeure sur la question des rapports de force à l'échelle de la planète, l'Algérie joue le rôle prédominant qu'elle doit jouer. Et moi, je suis personnellement, j'ai envie de dire, fier, en tant que Français d'origine algérienne, ancien parlementaire européen, de voir que l'Algérie peut être cette boussole au cours de ce 7e sommet mondial. Et maintenant que la voie est tracée, que cette déclaration d'Alger est faite, il y a une dynamique collective qui va se mettre en place. Très bien. Nazim Sini, rapidement, s'il vous plaît, l'organisation de ce 7e sommet du GECF a été unanimement saluée par les pays membres, les participants, la presse, le quota des experts. Paris gagnant pour l'Algérie et le GECF après ce 7e sommet, d'après vous? Comme toujours, j'allais vous dire, et c'est pas du patriotisme excessif que de le dire, dans le sens où à chaque fois que l'Algérie a organisé un sommet, je pense notamment aux Jeux méditerranéens, je pense au sommet arabe, et là le GECF, c'est une véritable réussite, d'abord organisationnelle, diplomatique, économique, mais aussi politique. Parce que là, il y a un message très fort qui est lancé au reste du monde pour dire que l'Algérie propose une voie alternative justement à ce qui est proposé en matière énergétique. Et c'est une très bonne chose parce que, encore une fois, et j'adhère totalement à ce qui a été dit sur votre plateau par mon ami Karim et Olivier, c'est que aujourd'hui, on met en avant des valeurs communes pour justement peut-être même en filigrane dire que le gaz est un bien commun qui doit être distribué et commercialisé de manière équitable sans qu'il y ait de pression de part et d'autre et justement entraînant l'essor économique du continent africain qui en a tellement besoin. Très bien, merci Nazim Sini. Olivier Zenirata, le maître du temps a fait que le mot de la fin vous revient. En une minute, s'il vous plaît. Non, c'était un moment émouvant. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, à plein de titres pour moi. C'était un moment émouvant et puis c'était un moment fort parce que effectivement c'est un sommet qui va nous aider à construire un avenir et un avenir partagé avec des valeurs dont on peut être fier. Voilà. Karim Zeribi, le maître du temps, se trompe quelquefois. Le mot de la fin sera pour vous. Non, mais on a souvent dit par le passé que l'Algérie était un pays prometteur. Et là, je pense qu'on passe de la promesse à la réalité. Et ça ne peut que nous enchanter, nous tous, qui d'abord aimons l'Algérie et savons le rôle que ce grand pays peut jouer sur la scène internationale. Et donc, elle est en train de le démontrer et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment Karim Zeribi. Je rappelle que vous êtes éditorialiste ancien, député européen. Olivier Zenirata, fondateur du site afrique.com, enseignant en relations internationales à l'université de la Sorbonne. Nazim Sini était également direct avec nous depuis la cité phocéenne. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. N'oublions pas de remercier également, comme il se doit, le professeur Brahim Gendouzi, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, économiste également. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 7e sommet du GECF. Grand succès pour le forum, grand succès pour l'Algérie. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Sonatrach.